Dans la dernière vidéo de ce chapitre, nous allons parler d'extréma. Toujours dans le cadre où U est un ouvert de R2 et F est une fonction de U dans R, si petit a est un point de grand U, on dit que A est le lieu d'un maximum global de F, ou plus simplement que F admet un maximum global en petit a, si pour tout U dans grand U, F de U est plus petit que F de A. Donc c'est finalement exactement la même définition que pour les fonctions d'une variable. Bien sûr, nous avons la même définition avec un minimum global. A est le lieu d'un minimum global si pour tout U, F de U est plus grand que F de A. Et puis, petit a est le lieu d'un extrémum global si c'est le lieu soit d'un minimum, soit d'un maximum global. Alors c'est vrai que la phrase peut éventuellement prêter à confusion, c'est un minimum global ici aussi. De la même manière, nous pouvons définir un extrémum local. On dit que petit a est le lieu d'un maximum local s'il existe un rayon petit r strictement positif, tel que pour tout U, tel que norme de a moins U est plus petit que R, ce qui signifie que petit U se trouve dans la boule, alors ici la boule fermée, mais peu importe, dans la boule de centre A et de rayon R, eh bien f de U est plus petit que f de A. De la même manière, on dit que petit a est le lieu d'un minimum local si, dans une boule d'un rayon petit r au voisinage de A, f de U est plus grand que f de A, et on dit que petit a est le lieu d'un extrémum local si c'est le lieu d'un minimum local ou d'un maximum local. Nous pouvons faire ici les mêmes remarques que pour une fonction d'une variable. Imaginons que nous ayons le graphe d'une fonction f de deux variables, qui est cette allure-là. Alors il faut l'imaginer en 3D. Donc ici, nous avons, imaginons que donc là les sommets entre guillemets soient à la même altitude et qu'ici nous ayons une altitude différente. Eh bien nous avons trois endroits où f admet un maximum local. Ici, ici et là nous avons des maxima locaux. La valeur, alors il y a par contre un seul maximum global qui est atteint sur ces deux points-là. Donc la valeur du maximum global est unique, mais ce maximum global peut être atteint en plusieurs points. Donc on a unicité de la valeur du maximal, mais il n'y a jamais unicité, il peut ne pas avoir unicité du lieu de ce maximum global. Et enfin bien sûr un maximum global est toujours un maximum local, mais l'inverse est faux, le maximum local qui se trouve au centre ici n'est pas un maximum global. Nous définissons ensuite ce qu'est un point critique d'une fonction f de classe C1. On dit que A est un point critique de f si le gradient de f s'annule en petit a. Donc c'est pour cela, pour que le gradient existe, il faut que f soit de classe C1. Cela revient à dire que les dérivées partielles de f suivant x ou suivant y, suivant les deux variables, sont nulles en petit a. Alors on donne cette définition pour motiver le résultat suivant. Si f est de classe C1 et qu'elle admet un extrémum local en petit a, alors petit a est nécessairement un point critique de petit f. Ce résultat, c'est exactement la généralisation du théorème pour les fonctions d'une variable qui exprime que si on a une fonction f d'une variable dérivable et qui est définie sur un ouvert que l'on peut toujours appeler U, donc un intervalle ouvert, alors si f admet un extrémum local en un point de cet intervalle ouvert, nécessairement la dérivée de f en ce point s'annule. C'est le même théorème qui est généralisé en deux variables et toujours avec le même avertissement, la réciproque est fausse. Nous savons qu'avec des fonctions d'une variable, par exemple la fonction qui a x associe x cube, on peut très bien avoir une dérivée qui s'annule en un point sans qu'il y ait d'extrémum local en ce point. Eh bien, nous avons le même phénomène avec les fonctions de deux variables et nous pouvons d'ailleurs là aussi donner un exemple. Considérons par exemple la fonction définie sur R2 qui à xy associe x carré moins y carré. Cette fonction présente, en ce point de coordonnées 0, 0, qui se trouve exactement ici, présente ce que l'on appelle un point col ou un point selle. Alors un point selle parce que vous pouvez peut-être remarquer que le graphe de cette fonction f ressemble à une selle de cheval, où on passerait les jambes ici. Mais cela ressemble aussi à un point col dans le sens d'un col de montagne. Un col de montagne, souvent on y accède par une route, on accède au point le plus haut de la route, et on redescend de l'autre côté. Mais ça n'est pas un sommet, c'est un col parce que ce point le plus haut
de cette route se trouve être aussi le point le plus bas de ce chemin-là. Donc en fait, c'est un point qui se trouve dans une sorte de vallée, et on y accède quand même en montant. Ce point col est un point critique. En effet, alors je vais finalement retracer ce que je viens d'effacer, mais si je considère la fonction où je fixe y égale à 0, et je fais varier x. Donc je regarde la fonction qui, à x, associe f de x0. Nous savons que le graphe de cette fonction, c'est l'intersection de cette surface avec le plan vertical d'équation y égale 0. Donc j'obtiens cette courbe-là. Cette courbe présente, alors vous voyez que d'ailleurs que ici c'est carrément la fonction x carré. Donc cette courbe présente évidemment un minimum en 0. Et donc la dérivée de cette fonction s'annule. Donc nous avons ici une tangente horizontale en ce point-là. Comme cette fonction a une dérivée qui s'annule en 0, et bien la dérivée suivant x, donc d rond f sur d rond x en 0, vaut 0. Nous faisons la même chose avec la fonction qui à y associe f de 0y. Son graphe, c'est cette courbe-là. Elle a un maximum en 0, donc c'est la courbe c'est moins y carré. Elle a un maximum en 0, et donc nous avons là aussi une dérivée qui s'annule en 0, une tangente horizontale. D rond f sur d rond y en 0 est nul. Donc en 0, nous avons bien un point critique, et pourtant ce point n'est pas un extrémum local, puisque vous pouvez toujours considérer tous les points de la forme f de x0, voilà, et bien, quelle que soit la valeur de x, aussi proche que vous voulez de 0, ce sera toujours plus grand que f de 0. Donc 0 n'est pas un maximum local. Mais de la même manière, si vous prenez tous les points de la forme, toutes les images de la forme f de 0y, avec y aussi petit que vous voulez, ce sera toujours négatif, donc ce sera toujours plus petit que f de 0. Donc en 0, il n'y a pas non plus de minimum local. Donc en 0, nous n'avons ni un maximum ni un minimum local, ça n'est pas un extrémum local, et pourtant les deux dérivées partielles, et donc le gradient de f, s'annulent en 0. Démontrons ce résultat. Nous allons tout simplement reprendre dans un cas plus général ce que nous venons de voir sur l'exemple précédent. Imaginons pour fixer les idées que f admette un maximum local en petit a. Si nous notons f de x, si nous notons phi, la fonction qui à x associe f de x et y0, alors je ne l'ai pas dit mais on va noter x0, y0, les coordonnées de petit a, eh bien, puisque la fonction f admet un maximum local en petit a, nécessairement pour tout x, phi de x est plus petit que phi de x0, c'est-à-dire plus petit que f de a. Donc phi admet un maximum local en x0. Et alors ici, il va bien falloir faire attention à une petite subtilité. Souvenez-vous que pour les fonctions d'une variable, avoir un maximum local en un point, ça n'implique pas, même pour une fonction dérivable, ça n'implique pas que la dérivée s'annule. Par exemple, si je regarde cette fonction, hop, elle a un maximum local ici en 0, imaginons qu'ici on est 1, mais ici la dérivée ne s'annule pas. Pourquoi ? Parce que le maximum local n'est pas atteint à l'intérieur de l'ensemble de définition, il est atteint sur un bord. Donc il va falloir ici vérifier que le lieu du maximum local, dans x0, n'est pas sur le bord de U, mais qu'il est à l'intérieur. Alors, qu'il est à l'intérieur de l'ensemble de définition de phi. Donc on se souvient que U est un ouvert, donc nous allons refaire comme toujours le même raisonnement. Petit a est dans un ouvert, donc autour de petit a, nous pouvons caser un rectangle de la forme grand I fois grand J, en choisissant donc I et J, deux intervalles ouverts. Il existe grand I et grand J, deux intervalles ouverts, tels que petit a appartiennent au produit grand I croix grand J, et grand I croix grand J est inclus dans U. Alors phi, je n'ai pas parlé de son ensemble de définitions, mais phi est défini sur petit i,
sur grand I, pardon. Le point x0 appartient à l'intérieur de grand I, puisque de toute façon grand I est un intervalle ouvert. Et phi est dérivable, puisque nous avons supposé que f est de classe C1. Donc avec toutes ces hypothèses, phi' de x0 est nul, or phi' de x0, par définition, c'est exactement d rond f sur d rond phi, au point de coordonnées y0, y0, x0, y0, pardon. Donc d rond f sur d rond x en petit a. Évidemment, on peut démontrer exactement la même chose en considérant la fonction qui a y associe f de x0, virgule y, et donc de la même manière, on montre que la dérivée de f par rapport à y s'annule en petit a.